Alors 2022, c'est une année anniversaire toute particulière que notre cercle souhaite saluer à sa manière en remettant un prix d'honneur. Alors c'est une date anniversaire pour un talent prodigieux, plébiscité pendant 4 siècles par le milieu littéraire, celui de Molière, un homme de génie à cette formidable intelligence linguistique, mais également d'autres talents, celui de savoir construire sa réputation, celui de pouvoir motiver une formidable communication et puis d'imposer sa marque. Et pour remettre ce prix, j'invite à nous rejoindre Jean-Pierre Hulot, membre du conseil d'administration du groupe IGS. Merci. Alors bienvenue Jean-Pierre, tu es membre du board du Cercle du Leadership et l'idée de ce prix vient de toi. Quelle est la symbolique derrière ce prix? Merci. Bon, d'abord bonsoir à toutes et à tous. La symbolique, elle est transparente, enfin elle est évidente, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a voulu signifier? On a simplement voulu signifier que le leadership, cette qualité qui est une qualité de présence, d'entraînement, qui est une qualité de confiance, de charisme, n'est pas simplement un concept managérial du XXe siècle, ou en tout cas du siècle que nous vivons, du XXIe maintenant, mais simplement que c'est un concept intemporel, que c'est une qualité intemporelle, et que comment mieux l'incarner que par 400 ans de réussite de celui qu'on fête ce soir, c'est-à-dire de Molière. Bien, cher Jean-Pierre, je te propose que nous revoyions en images un aperçu des multiples talents de Molière. Paris, 1659. Cette année-là, au théâtre, de nombreux auteurs de comédie se partagent l'affiche. Mais 400 ans plus tard, un nom a traversé les âges bien plus que les autres. Molière. Alors, bien sûr, grâce à son talent, plébiscité pendant 4 siècles par le milieu littéraire, cet écrivain, par sa manière, charme à présent toute la cour. Molière peint parfaitement bien tout ce qu'il rencontre. Molière est un homme de génie. Toutefois, son talent n'est pas que littéraire. Molière a un autre type de génie, moins connu, celui de la publicité, du marketing, de la communication. Il a l'art de se vendre et de vendre ses pièces. Et c'est aussi pour ça qu'on les connaît encore si bien aujourd'hui. Molière s'était déjà fait une réputation avec les précieuses ridicules. Avec la querelle de l'école des femmes, il devient une star. Problème, plus on est connu, plus on est surveillé. Avec le Tartuffe, Molière expérimente les limites de son système. La version originale du Tartuffe est présentée en 1664 devant la cour. Le roi adore, mais la pièce est un peu trop provocatrice. En ridiculisant les croyants les plus zélés, le Tartuffe s'attaque à la religion. Mauvais timing, le contexte est tendu. Louis XIV est en plein conflit avec les jansénistes, un courant religieux rigoriste et anti-monarchie absolue qui met son règne en danger. Contre eux, le roi doit garder le soutien de l'Église. Pour ne pas trop la froisser, il fait interdire le Tartuffe. Alors, pauvre Molière? Eh bien, pas du tout. La censure contribue directement à la notoriété de sa pièce. C'est un nouveau moyen de faire sensation. On parle du Tartuffe dans la presse, dans les livres, et puis la pièce est interdite en public, mais pas en privé. Molière lit le texte dans les salons, comme ici, chez Ninon de l'Enclos, une femme de lettres. Finalement, la comédie est autorisée dans une version moins polémique, 5 ans plus tard, en 1669. Le scandale et la censure ont payé. Tartuffe est le plus gros succès de Molière. Le soir de la première, les recettes montent à 2860 livres, soit le meilleur démarrage de toute sa carrière. Voilà, Molière, c'était donc ça. Le génie marketing au service du talent littéraire, des comédies dans l'air du temps, calibrées pour plaire au public, et un sens du buzz hors du commun, dont on parle toujours
400 ans plus tard. Alors, bien sûr, il ne vous aura pas échappé que ce prix ne pourra pas être remis ce soir à ce récipiendaire, ce que nous regrettons tous, mais quel honneur que de pouvoir le remettre, dans le fond, entre les meilleures mains qui soient. Acteur, metteur en scène, scénographe, il est aussi l'administrateur général de la Comédie Française. Je vous demande d'accueillir M. Éric Ruff, que je vous invite à nous rejoindre. Lui remettre son prix. Ah, on va me donner un micro. Tu vois, on a tous le trac parce que être sur scène devant toi, c'est quand même juste un peu compliqué. Bon, écoute, non, simplement, c'est évidemment un immense plaisir, tu t'en doutes, pour moi en tout cas, de te remettre ce prix. Et bien entendu, bon, je crois que c'est un hommage qui est rendu à celui que dans sa maison, vous continuez à appeler le patron. Donc, c'est bien. Merci, merci à toi d'être là. Et je sais que tu nous as réservé une lecture. Donc, le pupitre est à toi et nous t'écoutons. Quelques mots déjà. Lorsqu'on reçoit un titre pour autrui, une récompense, généralement on lit une lettre de sa part. Je ne l'ai pas. Vos applaudissements, je ne peux pas lui adresser, mais il conclut assez joliment l'ensemble des applaudissements que depuis bientôt 1 an maintenant, avec la saison Molière, ils lui sont tout à fait justement adressés. Je me suis posé la question de me dire, mais si Molière était vivant, est-ce qu'il aurait eu le temps de venir ici ? Vu au regard de son activité, je n'en suis pas sûr. Il serait en train d'écrire, sans doute, de mettre en scène. Peut-être qu'il serait en tournée à Pézenas. Peut-être qu'il réglerait avec Catherine Pégard les derniers ajustements pour un grand spectacle à Versailles. En tout cas, il aurait beaucoup de choses à faire. Alors, leadership dans la langue de Molière, comment est-ce que ça se traduit ? Je ne suis pas sûr de savoir le faire exactement, mais alors... Dans le versant théâtral, ça s'appelle chef de troupe. Vous savez que la maison de Molière, on l'appelle indûment la maison de Molière parce qu'il ne l'a pas connue, évidemment. Ça a été créé quelques années après sa mort, mais on dit qu'il est le premier sociétaire de sa propre maison. Nous en sommes à 536, je crois, et c'est Dominique Blanc qui est la dernière. Donc, je crois qu'il serait... assez heureux de savoir que ce qu'il a initié continue jusqu'à maintenant et récompensé grâce à vous. J'ai choisi un portrait de lui assez joli de Mikhaïl Bulgakov dans le roman de Monsieur de Molière. Voilà. Et c'est un chapitre qui s'appelle « Je parle avec l'accoucheuse ». Une accoucheuse qui avait appris son art à la maternité de l'Hôtel-Dieu à Paris, délivra, le 13 janvier 1622, la très aimable Madame Poquelin, née Cressé, d'un premier enfant à un prématuré, de sexe masculin. Je peux dire sans crainte de me tromper que si j'avais pu expliquer à l'honorable sage-femme qui était celui qu'elle mettait au monde, elle eût pu d'émotion causer quelques dommages aux nourrissons et du même coup à la France. Madame, dis-je, faites attention au bébé. N'oubliez pas qu'il est né avant terme et la mort de ce bébé serait une très grande perte pour votre pays. Mon Dieu, Madame Poquelin en fera un autre. Ah, non, Madame Poquelin n'en fera jamais plus un semblable et aucune dame n'en fera de semblable avant un certain nombre de siècles. Vous m'étonnez, monsieur. Je suis moi-même étonné. Comprenez bien que dans 3 siècles, dans un pays lointain, je ne me souviendrai de vous que parce que vous aurez tenu dans vos mains le fils de M. Poquelin. Oui, mais j'ai tenu dans mes mains des enfants plus illustres. Qu'entendez-vous par le mot « illustre » ? Ce bébé deviendra plus célèbre que votre roi régnant Louis XIII, plus renommé que le roi suivant, et ce roi, madame, sera appelé Louis le Grand ou le roi Soleil. Chère madame, il y a un pays lointain, vous ne le connaissez pas, c'est la Moscovie.
Il est peuplé de gens qui parlent une langue étrange à votre oreille. Et dans ce pays pénétreront bientôt les mots de celui que vous mettez au monde maintenant. Un Polonais, bouffon du tsar Pierre Ier, les traduira non de votre langue, mais de l'allemand, en une langue barbare. Est-ce possible, monsieur? Mais ne m'interrompez pas, madame, en grec. En grec moderne, je veux dire, mais aussi en grec ancien, en hongrois, roumain, tchèque, suédois, arménien, arabe. Ah, monsieur, vous me stupéfiez. Non, ce n'est pas là le plus étonnant. Les pièces de mon héros seront jouées pendant 3 siècles sur toutes les scènes du monde, et nul ne sait quand elles cesseront de l'être. Voilà ce qui m'intéresse. Voilà l'homme que deviendra ce nourrisson. Oh, je voulais parler des pièces. Une dame très estimable, connue sous le nom de George Sand, sera au nombre des personnes qui écriront des pièces sur mon héros. Dans le final de sa pièce, Molière se lèvera et dira « Oui, je veux mourir chez moi. Je veux bénir ma fille. » Et le prince de Condé s'approchera et lui donnera la réplique. « Appuyez-vous sur moi, Molière. » Et l'acteur du parc, qui, soit dit en passant, ne sera plus de ce monde à la mort de Molière, s'exclamera en sanglotant « Oh, perdre la seule personne que j'ai jamais aimée. » Les dames écrivent de façon touchante, on ne peut rien y faire. Mais toi, mon pauvre petit maître ensanglanté, tu n'as jamais voulu mourir nulle part, que ce soit chez toi ou hors de chez toi, et je ne crois pas que quand le sang jaillissait en rivière de ta gorge, tu aies exprimé le désir de bénir ta fille Madeleine, qui n'intéresse personne. Qui existe-t-il pour écrire de manière plus touchante que les dames? Certains hommes, sans doute. L'auteur russe Vladimir Raphaëlovitch Zotov présentera un final non moins sentimental. Le roi arrive, il veut voir Molière. Molière, qu'a-t-il? Il est mort. Et le prince s'écriera en courant à la rencontre de Louis, « Sire, Molière est mort !» Et Louis XIV ôtera son chapeau et dira, « Molière est immortel. » Que peut-on répondre à cela? Oui, effectivement, un homme qui vit depuis 300 ans déjà est sans doute immortel. Alors, madame, que me dites-vous là à propos des nourrissons illustres que vous avez tenus dans vos mains? Comprenez que cet enfant que vous mettez aujourd'hui au monde dans la maison des Poquelin n'est autre que Monsieur Molière. Ah 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 ah, vous avez compris maintenant ce que je vous ai dit? Alors faites attention, je vous prie, dites, est-ce qu'il a crié? Il respire? Ah, il vit. Sur la ligne. Voilà. Merci Éric Ruff. Alors pour le 400e anniversaire de la naissance de Molière, la Comédie Française a repensé sa programmation pour proposer une vingtaine de spectacles en hommage au patron, comme vous l'appelez. Comment avez-vous pensé cette programmation? Il nous faut, voilà. Alors je me suis dit, et je crois que c'est assez juste, que s'il y a un endroit en France où on ne sait pas quoi dire de Molière, tant il est mystérieux, polysémique et assez échappant, c'est bien la Comédie Française. Donc je me suis dit, on va peut-être pas essayer de donner une réponse à ce talent-là, à cet illustre personnage. On va essayer d'en visiter toutes les acceptions théâtrales. On va essayer de pousser les curseurs absolument partout pour que quelqu'un qui viendrait voir l'ensemble des productions de la maison de Molière lors de son anniversaire puisse ressortir avec plus de questions que de réponses. Ça me paraissait être la manière dont on pouvait rendre hommage à son génie au mieux. Voilà. Alors, Éric Ruff, vous-même, vous devenez pensionnaire de la Comédie Française en 1993. Vous êtes sociétaire en 1998 et vous devenez administrateur général en 2014. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on rejoint la troupe et que les acteurs et actrices s'y plaisent autant? Alors on rejoint la troupe parce qu'on est appelé par l'administrateur ou l'administratrice. On a cette chance-là, on ne peut pas le décider tout seul, unilatéralement. Sinon, je reçois suffisamment de courriers pour vous le dire. On rejoint la troupe parce que la devise de la troupe et de la Comédie Française par extension, c'est simul et singulis. Je ne vais pas vous en donner une version scientifique, mais en gros, c'est de l'art d'être ensemble, de l'art de mettre au pot d'un grand projet artistique et de l'art de rester singulier à l'intérieur. Donc cette chose me paraît très importante. D'ailleurs, c'est le « et »
C'est le simul et singuli, ce petit mot, ce ET est le plus important parce qu'il n'est pas simple d'être les deux. La vie d'un acteur ou d'une actrice est une vie singulièrement solitaire. On ne sait jamais pourquoi on rentre au conservatoire, on ne sait jamais pourquoi on en sort, on ne sait jamais pourquoi on rentre à la Comédie Française ou non. Il n'y a pas d'explication à ça. C'est pas un métier qui se fait au diplôme, c'est pas un métier qui se fait au CV. Et dans cette inquiétude-là, le fait de pouvoir rentrer à la Comédie Française et de pouvoir avoir un destin individuel dans une grande aventure artistique, c'est vraiment une chose absolument magnifique. Je vous parlais du 535e sociétaire. Finalement, c'est pas beaucoup, 535, ça ne remplit pas la salle Richelieu. Si je n'avais que 535 personnes tous les soirs, ça ne marcherait pas du tout. Mais symboliquement, c'est une affaire absolument incroyable parce qu'il y a quelque chose du personnage de Molière qui se transmet de fils en fille, de fille en fils depuis des années, des siècles, et qui dresse un portrait sans doute moins scientifique que la bibliothèque musée de la Comédie Française dans lequel je vais rapporter cette distinction. Il y a le Molière scientifique et puis il y a le Molière des acteurs, et c'est sans doute la réunion de ces deux profils qui dresse un contour peut-être le plus juste de cet homme et de cet auteur. Merci. Éric, le petit mot de la fin. Finalement, on a rendu hommage à un patron. Je n'oublie pas que tu es toi aussi un patron, tu es le patron d'une grande maison avec un certain... Et surtout, tu es le patron d'une maison dont on met en lumière, évidemment, les acteurs connus, célèbres, mais c'est quand même une maison où une grande partie de l'âme est faite par ceux qui font les décors, ceux qui font les costumes, ceux qui font... Et tous ces métiers, et j'aimerais que pour leur rendre hommage, que tu nous dises un petit mot de tous ces métiers-là, qui sont, comme je viens de le dire, l'âme de la maison. Je ne pourrais pas tous les citer. Il y a 400 permanents à la Comédie Française, et sur ces 400 permanents, il y a à peu près 70 métiers différents. Donc c'est peu dire que cette construction, elle est savante, elle est multiple. J'ai cette chance-là de tenter d'organiser, de mettre en musique, comme disait Jean-Dominique, tous ces métiers. C'est beaucoup d'expertise, c'est beaucoup de talent, c'est beaucoup de pédagogie, d'envie de pédagogie des uns et des autres, pour un résultat qui, pour le coup, est totalement volatile et improbable, qui s'appelle l'émotion au théâtre. C'est un métier qui me passionne pour ça, parce que je travaille avec de grands professionnels dans tous ces métiers. Et puis, ce que ça donne à la fin, et même d'ailleurs, les saluts ne sont pas une chose très, très véritable, parce qu'on sait tous qu'il y a des spectacles qu'on a infiniment aimés immédiatement et qu'on a oubliés le lendemain, et puis il y a d'autres spectacles sur lesquels nous avions des questions et qui nous poursuivent pendant des années et qui, dans l'imaginaire collectif, deviennent de grands spectacles. Donc j'aime beaucoup mon métier pour ça, de devoir lier... l'organisation, l'expertise au profit d'une chose qui est de l'ordre d'un sourire, d'un souvenir, d'un sourire d'enfant, d'un enthousiasme. Ça me passionne. Et c'est vraiment une construction qui a besoin de l'ensemble de ces métiers. Merci. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Voilà.